Ce fameux Oedipe, au nom si étonnamment choisi, c'en est au point mort complet. Qu'est-ce qui bloque véritablement aujourd'hui, Claude Blanchemaison? On parle là du projet d'acheter en commun, hein. C'est un fonds commun finalement pour se munir d'un armement au niveau européen. C'est quoi le problème? Je crois que l'essentiel vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en effet la France a comme position que l'argent européen communautaire doit servir à acheter des armes communautaires fabriquées en Europe et pas en Corée du Sud ou aux États-Unis. Alors la Corée du Sud commence à trouver d'ailleurs la parade puisqu'elle est en train d'installer une usine sur le sol européen. Mais la France dit, ah ben non, c'est pas vraiment, bien sûr juridiquement, ce sera une entreprise européenne, mais sur le fond, c'est de l'armement coréen. Donc il faut privilégier l'armement européen et susciter en effet des vocations. Alors la France a une industrie de l'armement conséquente, ça n'est pas le cas de tous les pays. Et effectivement, il y a plusieurs... C'est la France qui bloque en gros, grosso modo, pour résumer. Oui, mais il y a peut-être un autre facteur qui est le facteur purement financier. Lorsqu'on a eu la crise du Covid qui a apparu pour tout le monde existentielle en effet, puisque les vies étaient en danger, eh bien l'Union européenne a inventé une facilité de financement. Elle a inventé pour la première fois de mobiliser en tant qu'Union européenne sa capacité d'emprunt. Compte tenu de la masse que représente le budget européen, évidemment l'Union européenne a une capacité d'emprunt sur le marché international considérable, qui n'était pas utilisée jusqu'à présent. Ce qui était pour un financier relativement scandaleux d'ailleurs. Et finalement on a eu beaucoup de mal à le faire accepter par les Allemands. Les Allemands ont fini par accepter et on a eu ce fameux emprunt de 750 milliards d'euros qui a été très largement souscrit et qui dont ensuite a été réparti entre les divers États membres pour sauver les économies lors de la crise du Covid. Et là, effectivement, il y a une proposition sur la table de faire la même chose pour l'armement européen. Mais là encore, la France dit, bah oui, c'est pour l'armement européen. C'est pas pour de l'armement qui viendrait ailleurs. C'est pas pour subventionner les industries américaines. Mais donc là, il y a un choix évidemment tout à fait fondamental à faire. Est-ce qu'il y a l'urgence? Est-ce qu'il y a le feu au lac au point que ce qui est urgent, c'est d'avoir des armes, d'où qu'elles viennent, ou est-ce qu'on profite de l'occasion pour faire émerger une véritable industrie de l'armement européenne? Les industriels, eux, ils construiront des usines et des chaînes de fabrication lorsqu'ils auront les commandes. Lorsqu'ils auront les commandes fermes. Sinon, évidemment, ils n'investissent pas. Et les commandes fermes, qui peut les passer? Les États. Bien sûr. Or, les États n'ont pas les moyens de les passer, sauf s'il y avait cette nouvelle facilité de l'ordre de grandeur de ce qu'on a fait pour le Covid. C'est techniquement possible. La France a raison de faire de la résistance. C'est une question aussi d'autonomie en matière de défense, Richard Overly. Alors, la France a raison d'insister sur la nécessité d'une industrie de défense européenne. Oui. Parce qu'à terme, et en plus on a l'exemple maintenant avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, on ne sait pas ce qui peut se passer, et lorsqu'une crise surviendra, la garantie de sécurité américaine d'hier ne sera peut-être plus celle de demain. Donc oui, elle a raison. Après, la France doit quand même aussi admettre qu'il y a des secteurs entiers sur lesquels on n'est pas capable de produire des équipements de dernière génération dont les armées ont besoin. Et un des grands échecs européens, c'est quand même les drones. C'est un des grands échecs européens. Or, la guerre en Ukraine a démontré que le drone est un instrument décisif sur le champ de bataille. Donc, il y a sans doute aussi une réflexion sectorielle à avoir. Certains secteurs exigent de s'approvisionner là où se trouvent les meilleurs produits disponibles. Sur d'autres, eh bien, la défense européenne doit aussi être nourrie par une industrie européenne. Après, un élément également, c'est l'élément, j'allais dire, culturel au sens militaire du terme, pour un certain nombre de pays, et il se trouve que ça concerne l'Allemagne et les pays baltes notamment, il y a une révolution culturelle à faire, parce que ces pays étaient habitués, étaient littéralement biberonnés à aller prendre leurs consignes et leurs armes à Washington. Oui. C'était l'habitude. Tout leur état-major a été formé comme ça. C'est l'OTAN. Eh bien, ça, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, sauf que les révolutions culturelles, c'est comme les révolutions industrielles, elles n'arrivent pas en claquant des doigts. Et comment on fait évoluer ça, Marc Chassillon? Bonjour, hein, vous êtes avec nous à distance. Comment on fait évoluer ces mentalités, justement, ces habitudes qui ont été prises pendant des années? Est-ce que par exemple, la France a à offrir l'équivalent en termes de qualité d'armement?
Bonjour à tous. Oui, alors, comme il a été dit sur ce plateau, il y a effectivement une affaire de mentalité. Et puis, je rappelle que l'Europe, c'est 27 pays, et que ces 27 pays ne partagent pas la même appréhension de la menace, suivant que vous êtes portugais ou suivant que vous êtes un État balte. La menace russe, elle est tout à fait relative. Et puis, je rappelle aussi que, par exemple, pour les Grecs, la menace, elle n'est pas en Russie, elle se trouve de l'autre côté de la mer Égée, en Turquie. Donc si vous prenez, si vous interrogez, si vous voulez, chaque pays européen sur son sentiment sur les menaces potentielles qui pèsent sur lui, vous allez avoir 27 réponses différentes, je le crains. Donc alors, ensuite, au-dessus de ça, il peut y avoir un sentiment européen de communauté de destin, si vous voulez, qui fait que finalement un Portugais ou un Grec pourrait se sentir quand même un peu concerné par une agression de la Russie vis-à-vis de l'Estonie ou d'un pays balte. Ça, c'est tout à fait possible, mais si vous voulez, c'est pas le cœur de leur réflexion stratégique. Alors ensuite, l'étape supérieure qui consiste à avoir une industrie européenne, évidemment, nous l'appelons tous de nos voeux, sachant que dans cette affaire, il ne faut pas faire preuve de naïveté non plus, parce que au sein des industries européennes, il y a une très féroce compétition entre nous pour gagner des marchés. Tout simplement parce que dans certains secteurs, il y a un peu trop d'acteurs et que ce n'est pas la coopération qui va résoudre les problèmes, c'est le fait que certains vont mourir. Vous pouvez donner un exemple, et qu'il va falloir les laisser sur le carreau pour que les autres puissent vivre. Donc tout ceci n'est pas un monde de bisounours. Vous pouvez nous donner un exemple de ces secteurs où il y a justement beaucoup de concurrence ? Un secteur que je connais par cœur, c'est le secteur de l'armement terrestre, le secteur des blindés par exemple, et de l'artillerie. Vous avez aujourd'hui en Europe beaucoup trop d'acteurs pour se partager le marché, et en plus ces acteurs se battent sur les marchés export, ce qu'on appelle le grand export par exemple, le Moyen-Orient ou l'Asie. Et aujourd'hui vous avez ceux qui ont une stratégie et qui l'appliquent, exemple les Allemands. Voilà, les Allemands ont pour ambition l'hégémonie totale et parfaite en Europe dans le domaine des blindés, en particulier des chars, et bientôt de l'artillerie. Donc eux au moins ils ont une stratégie, nous n'en avons pas, et je le déplore, mais c'est comme ça. Dans le domaine de l'aéronautique, c'est à peu près la même chose. Si vous voulez, aujourd'hui, la maison Dassault, c'est une épine plantée dans le pied des Américains et en particulier et aussi des Allemands. Et Dassault, ça irrite, l'existence même de Dassault irrite tout le monde. Voilà, tout le monde voudrait que tout ça se soit sous le haut patronage ou l'égide d'Airbus, mais que Dassault n'existe plus. Et ça, c'est quelque chose que il faut impérativement prendre en compte, parce que encore une fois, ce n'est pas un monde de bisounours. Nous sommes en compétition les uns contre les autres au sein même de l'Europe pour les marchés européens et pour la conquête des marchés export. Et donc tout ça, ça doit être dans l'équation. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie française est vent debout face à cette initiative EDIP, parce que ce qui n'a pas encore été dit, c'est que l'initiative EDIP, elle prévoit jusqu'à 1/3 de participation d'industries militaires étrangères, et en particulier américaines, au processus dit d'achat commun des Européens. Et là, ce que M. Lecornu a rappelé, il a dit mais il est hors de question que l'on s'endette, nous, Européens, pour faire tourner la machine de guerre américaine, ou la machine de guerre sud-coréenne, ou la machine de guerre israélienne, qui sont aussi les deux autres pays qui profitent beaucoup en ce moment des budgets de défense européens. Donc vous voyez que l'équation, elle est très très complexe, et il ne faut pas oublier ce que j'appellerais la réalité des prix, qui est que il y a une industrie qui doit vivre, qui doit être rentable, qui ne peut pas dépenser de l'argent en investissant n'importe comment. Et il y a même en ce moment dans certains couloirs, on dit dans l'industrie que finalement, si on arrive à un espèce de cessez-le-feu, enfin disons une situation de non-guerre, je ne vais pas la qualifier, en Ukraine, c'est peut-être pas la peine de continuer à investir, on va peut-être pouvoir lever le pied de l'accélérateur. Donc vous voyez, c'est très très complexe.
Ouais. Merci Marc Chassillon, restez avec nous. Colonel, c'est ça le fond du problème. Nos industries sont en concurrence les unes avec les autres et finalement ça bloque tout ce processus qui pourrait être mis en œuvre et qui pourrait nous permettre d'augmenter considérablement nos capacités de défense. On est bloqué par ça. Non, moi je pense que le fond il n'est pas tant dans l'industrie, même si c'est un paramètre important, parce qu'on l'a bien vu par exemple pour les autres conflits. Quand l'Europe, quand les démocraties européennes ont besoin d'avoir des canons, d'avoir des armements, elles en trouvent. Le problème, c'est la volonté de se battre, de se défendre et éventuellement de faire la guerre. C'est ça le problème. L'industrie, si vous voulez, on trouvera toujours, on ira au plus pressé. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant la guerre en Ukraine. Les Patriotes, les chars Léopard, voilà. Construire à long terme. On n'en avait pas tant que ça à fournir. Oui, les avions de chasse, c'est compliqué on les aussi. Trouve, si vous voulez. Par contre, trouver les gens prêts à servir dans une force en Ukraine pour éventuellement faire la guerre, c'est beaucoup plus difficile. Je vous rappelle un chiffre. En Bosnie, dans les années 90, on a trouvé, quand l'OTAN a remplacé la Fort-Pronu, qui malheureusement a eu beaucoup de victimes, et puis pour pas faire grand-chose finalement au plan opérationnel, il a fallu quand même, dans un petit pays comme la Bosnie, que l'OTAN mette pratiquement 60 000 hommes. 60 000 hommes, dont une division française. Et ensuite, si vous voulez, une fois que la force a été implémentée, que les accords de Dayton ont été implémentés, il a fallu ensuite mettre pendant 10 ans une force de stabilisation. Si vous voulez, c'est ça un effort. Et l'Ukraine, c'est un front de 1000 km à tenir contre la Russie. On y reviendra sur ce front, mais pour rester un instant sur cette possibilité de mettre en œuvre une Europe de la défense avec des achats commun, puisque c'est le concept de ce fonds européen dont on parle depuis tout à l'heure pour l'industrie de défense, EDIP, qui est donc au point mort et qui prévoit un budget initial de 1,5 milliard d'euros. D'ailleurs, Marc Chassillon, je ne sais pas ce qu'on achète avec 1,5 milliard d'euros, mais peut-être pas suffisamment. Est-ce qu'on peut commenter avec vous, si vous le voulez bien, cette déclaration faite dans cet article du Monde d'où Kady nous parlait à l'instant, faite par un officier anonyme issu d'un pays du flanc Est. Voici ce qu'il dit. « Je suis désolé, mais vos industriels français sont trop lents. » Ils ne sont pas en économie de guerre. On est revenu. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Alors, vous parliez à l'instant de Dassault, l'industrie à abattre pour beaucoup en Europe, c'est ce que vous nous affirmiez. Combien on fabrique d'avions de chasse aujourd'hui? Combien les Américains, eux, en fabriquent, puisqu'on sait qu'ils vont fournir beaucoup de F-35 à des pays européens? Beaucoup de commandes ont été passées en ce sens. Sur les avions de chasse, les chiffres sont tout à fait connus, puisque il y a encore 2 ou 3 ans, les chaînes de Dassault étaient capables de fabriquer un avion par mois. Bon, alors là, compte tenu du fait que Dassault a engrangé énormément de contrats à l'export, et on s'en félicite, ils vont passer à 3 par mois. Voilà. Ce qui fait que les armées françaises, enfin l'armée de l'air essentiellement, va pouvoir en recevoir à peu près 12 par an, et les 24 autres vont servir à satisfaire les contrats que nous avons à l'export. Donc, encore une fois, la montée en puissance dans l'industrie de défense, elle correspond à ce qui a été fort bien dit sur le plateau tout à l'heure, qui est que un industriel investit quand il a des commandes, quand il a des contrats. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc, il peut anticiper. On peut d'ailleurs lui intimer l'ordre ou l'enjoindre de faire tout pour que, en appuyant sur un bouton un jour, on puisse multiplier les cadences par 1,5, 2 ou 3, mais tout ceci coûte fort cher. Et donc, il faut bien que quelqu'un paye. Si vous voulez, quand vous êtes un responsable d'industrie, un responsable de société privée, si vous faites des investissements inconsidérés qui ne trouvent pas de rentabilité par la suite, vous êtes viré. Voilà, ça c'est la réalité de la vie économique. Donc on peut anticiper, c'est même un devoir dans l'industrie, mais il faut anticiper avec une analyse de risque documentée. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et effectivement, il y a beaucoup d'exemples de multiplication de cadence ou d'augmentation de production qui ont été faites en France. On peut penser aux obus, on peut penser aux canons César, aux Rafales, etc. Mais tout ceci correspond à des
commande. Voilà. Donc sans commande, il n'y aura pas d'investissement pour monter en puissance. Je pense qu'il faut vraiment comprendre ça. C'est absolument fondamental si on veut comprendre le fonctionnement de l'industrie. Nous n'avons pas d'arsenaux d'État. Dans les temps anciens, nous avions des arsenaux d'État. Donc les arsenaux d'État avaient pour vertu qu'on pouvait avoir des machines inoccupées et des gens inoccupés. C'était l'État qui payait. L'immense avantage, c'est que le jour où on avait besoin que ces machines refonctionnent et que ces gens se remettent à travailler, on avait une montée en cadence immédiate et assez brutale. Mais tout ceci a un coût. Les arsenaux ont été supprimés. Aujourd'hui, toute l'industrie, elle est privée et elle fonctionne avec la règle de l'économie libérale. Ce qui n'est pas le cas, notamment de la Russie. Est-ce que ce retard aujourd'hui qu'on accumule face à la Russie, Marc Chassillan, est-ce qu'il vous semble catastrophique? On parle d'un test d'ici 3 ans, d'ici 2028 de l'armée russe. Alors tout le monde ne partage pas bien évidemment ce constat-là, mais si c'est le cas, on est cuit, pour parler un peu, pardonnez-moi, un peu vulgairement. Alors, oui, enfin, je sais pas ce que veut dire exactement on est cuit. Bon, on est cuit, c'est peut-être on est défait, voilà, ou on a subi une défaite. Alors ça, bon, c'est effectivement un cas absolument dramatique. Ce qu'il faut, encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, la France, nous sommes dans un cas tout à fait particulier. D'abord, nous avons, comme il a été dit, nous avons la dissuasion nucléaire qui est censée nous protéger contre un certain nombre de menaces. Voilà. Bon, ce que n'ont pas les autres Européens, et je pense qu'ils s'en désolent tous les jours. L'autre aspect, c'est, je ne voudrais pas rappeler l'état douloureux et dramatique de nos finances publiques, qui font qu'aujourd'hui, il va falloir quand même trouver les mots pour expliquer à la population que on baisse de 1% la part du PIB de notre modèle social pour le transférer sur le budget de la défense. Le modèle social, je crois, enfin si je parle sous contrôle des personnes du plateau, je crois que ça représente à peu près 35% du PIB en France. Hein, les retraites, l'hôpital, la couverture sociale, etc., etc. Bon, le budget de la défense, c'est 2. Si on passe de 35 à 34 et si on passe de 2 à 3, est-ce que ça change fondamentalement l'avenir du pays et est-ce que ça change fondamentalement la structure de la société? Je ne le crois pas. Par contre, effectivement, pour la défense, passer de 2 à 3, c'est un passage absolument fondamental parce qu'il nous permettrait là de retrouver des marges de manœuvre intéressantes à la fois pour augmenter les effectifs et surtout pour augmenter les cadences de fabrication de matériel qui aujourd'hui sont très faibles. Juste un exemple. En 2025, nos forces armées vont recevoir 12 canons Rafale, 20 Leclerc modernisés, c'est-à-dire des vieux chars qui ont 20 ans, qu'on renvoie à l'usine pour les rafistoler, et 12 Rafales et une frégate. Donc voilà l'état des livraisons en 2025. Donc vous voyez bien qu'avant que nos forces armées retrouvent un niveau qualitatif et quantitatif de matériel moderne, il va encore passer de l'eau sous les ponts. Et ce passage de 2 à 3%, il est absolument fondamental. Mais c'est un débat à avoir au sein de l'État et au sein de la société française pour savoir exactement ce qu'elle veut. Voilà. Protéger son modèle social, augmenter encore les dépenses ou passer un peu d'argent dans la défense. Oui. Merci beaucoup Marc Chassillan. Vous parlez comme le patron de l'OTAN, Marc Rutte, justement, on écoute sa mise en garde. Il faut dépenser beaucoup plus, dit-il. Écoutez. Nous sommes vraiment en mode crise. Tout d'abord, il faut dépenser beaucoup plus d'argent, rapidement. Tout le monde n'est pas à 2% des dépenses. Il faut atteindre les 2% dans les 2 prochains mois. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Ensuite, nous devons collectivement progresser et nous ne citerons qu'un chiffre exact plus tard dans l'année. Et puis, en ce qui concerne la production industrielle, nous sommes vraiment dans une mauvaise passe. Bon. Des réactions à ce qui vient d'être dit par Marc Chassillan, beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui vous fait réagir? Il y a une époque où, à l'intérieur de l'Union européenne, certains pays, et peut-être bien la France aussi, s'étaient demandé si on ne pouvait pas mettre les dépenses militaires en dehors du plafond de 3% du pacte de stabilité. C'est ça, que nous cherchons à atteindre, à retrouver dans 3 ans. Et actuellement, nous sommes évidemment bien au-dessus. Mais il est possible, là aussi, qu'il faille faire preuve d'inventivité, parce que la règle de limitation du déficit public, elle a été prise dans des conditions particulières.
c'était pas des conditions de pré-guerre. Si nous sommes vraiment dans des conditions de pré-guerre, ce que disent, paraît-il, nos services de renseignement, moi je n'en sais rien, c'est au gouvernement de décider si nous le sommes. Et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences qui viennent d'être dites tout à l'heure par notre expert. Pas forcément d'ailleurs en tapant dans les dépenses sociales, puisque si je comprends bien, il y a 44% d'autres dépenses qui ne sont pas sociales. Il faut tout mettre sur la table à ce moment-là, et c'est en effet au rôle du gouvernement de proposer au niveau européen cette redistribution pour remonter par exemple à 3%, le niveau des dépenses militaires, qui peut-être ne devrait pas rentrer dans le calcul du plafond du déficit budgétaire global. Oui. De la zone euro. Oui, alors Richard et ensuite Zoriana. Oui. Alors je ne suis pas sûr qu'au jour d'aujourd'hui, la question des 3% soit le principal frein à l'économie de guerre au niveau européen. Mais peut-être 3 éléments. D'abord, le premier, c'est que Mark Rutte, qui est le nouveau patron de l'OTAN, il a pris ses fonctions l'année dernière, il a un gros problème, le néerlandais. C'est qu'aujourd'hui, l'organisation dont il est le secrétaire général n'est peut-être plus à même de promettent de garantir la sécurité, puisqu'il y a Donald Trump qui, en gros, dit tout ça se jouera à la carte. Le pilier de l'OTAN, c'est-à-dire l'élément qui faisait que l'OTAN avait une crédibilité vis-à-vis de ses 32 pays membres, c'était l'article 5 qui garantissait à tout le monde une sécurité avec, bien sûr, le parapluie américain. À partir du moment où ça commence à être fragilisé, eh bien, il est normal que les pays membres s'interrogent. Deuxième chose, au niveau industriel européen, si vous regardez, c'est assez simple et on peut faire le parallèle avec le Covid. Qu'est-ce qu'a fait Thierry Breton, qui à l'époque était le commissaire en charge de l'approvisionnement des vaccins? Il a mis tous les grands fournisseurs de vaccins autour de la table et il a passé des commandes à chacun d'entre eux dans un volume très conséquent. Il faut faire la même chose au niveau européen. Et l'actuel commissaire à la Défense, qui est un Lituanien, M. Kubelius, est en train d'essayer de le faire avec une revue stratégique, une revue de l'industrie défense prévue au printemps. Le grand problème, si vous faites ça, c'est que si vous mettez les acteurs, vous ne pouvez pas, à la fin, au niveau européen, garder une dizaine d'acteurs. Vous ne pouvez en garder que 2 ou 3. Autrement dit, il faut que sur chaque chaîne, si je puis dire, par exemple les blindés, l'aviation, il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des géants européens. Géants européens, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut accepter, au fond, un pari quelque part fédéral de la défense. Et là, ça coince pour des raisons politiques en France. Parce que la spécificité française fait que la France estime qu'elle doit maîtriser l'intégralité de sa chaîne de défense. Et ça coince aussi au niveau tout simplement industriel et économique, parce que chaque pays va commencer à faire ses comptes. Combien j'ai d'usines, combien ça me fournit d'emplois, en gros, combien ça me rapporte. Et ça, c'est très difficile. L'avantage pour les vaccins, c'est que c'était ponctuel et qu'en plus, dans la plupart des cas, les usines, elles existaient déjà. Il s'agissait d'augmenter la production. Là, il s'agit d'installer des sites et vous imaginez que la compétition entre États membres, elle est assez logiquement importante. Oui, Zoriana. Oui, c'était pour mentionner seulement que le programme européen d'investissement pour l'industrie de la défense, l'EDIP, il est actuellement doté d'un budget de 1,5 milliard d'euros jusqu'en 2027, mais initialement, Thierry Breton, qui était alors commissaire au marché intérieur et à la défense, avait proposé un budget de 100 milliards d'euros. Ouais, donc surtout, il n'a pas été adopté. C'est rien du tout, disons-le. Et ça n'est même pas adopté. Rien du tout, donc c'est clairement une question de volonté européenne.